effectivement à peu près 25 minutes de retard. Donc, j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Est-ce que Arnaud a… Merci encore de votre présentation. Merci Maxime, merci pour l'apport d'Olivier. Et je vois que Arnaud, il a réussi parfait. Merci Miracle. Arnaud. Ok, ben on y va alors. La parole est à toi sans tarder. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que j'ai fait un peu trop de Zoom aujourd'hui, un peu trop de télétravail en post-garde. Voilà. Alors donc du coup, je vais vous expliquer, essayer de vous convaincre que il faut faire de la sieste et que cette sieste, c'est pas une perte de temps, c'est au contraire une manière d'optimiser son temps de travail. Alors pourquoi c'est important? Parce que voilà, il y a un constat qui montre qu'on a 57% des urgentistes qui sont en burn-out. Et ça, c'est clairement pas normal. On voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas, mais c'est quand même une spécificité, Nicolas le disait lui-même, hein, c'est une spécificité française. Partout ailleurs dans le monde, on a des urgentistes qui sont heureux de faire ce boulot jusqu'à la retraite. Alors moi, j'espère que je le ferai jusqu'à la retraite parce que de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Alors du coup, plutôt que de chercher d'autres solutions, on va essayer d'améliorer notre vie. Et ce que je vais vous dire, en fait, c'est une vieille histoire. On va complètement parler en dehors de la médecine, hein. On va parler de Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, un grand général chinois. On stimule l'ardeur des soldats et on accroît l'énergie en s'assurant qu'ils soient bien nourris et bien reposés. Et cette règle de base de toutes les armées du monde depuis maintenant plusieurs millénaires, il faudrait peut-être qu'elle s'applique aussi aux soins. Alors, on a un problème dans l'hôpital, c'est que cette culture, elle n'existe pas du tout. Alors, les histoires de sieste, en fait, j'ai été tiré ça de mon activité militaire. L'Institut de recherche biomédicale des armées, qui appartient au service de santé des armées, a édicté un guide de la gestion opérationnelle du sommeil en opération. Et finalement, une opération militaire de haute intensité, ça ressemble plus ou moins à l'activité des urgences. Voilà, les horaires sont variés, la mission a une durée qui est parfois variable, l'activité, on passe de grands moments d'ennui à des moments de folle terreur de façon un peu brutale. Voilà, notre journée n'est pas prévisible. Donc, du coup, il va falloir essayer d'imaginer de l'optimiser pour être efficient au maximum. Alors déjà, un concept numéro un, certes, Nicolas a dit qu'il fallait être bienveillant, mais n'empêche que je voudrais quand même rappeler un truc, c'est que c'est un métier. En fait, on fait un job. Alors, la vocation, c'est beau, c'est magnifique, mais depuis 1918, les soignants, ils sont plus bonnes sœurs, hein. C'est un vrai job. Et je vous ai mis cette petite pub de la GMF que je trouve absolument innommable, qui est l'infirmière qui sort du boulot, qui voit des VSB arriver et qui retourne bosser. Et l'image du soignant, elle est là. Je vous donne un exemple, c'est qu'une fois, comme ça, j'ai un patient charmant, hein, qui me dit oui, c'est pas normal, j'attends depuis 3 heures, et puis les infirmiers et les médecins, ils sont partis manger. Donc, je fais de la pédagogie, j'explique au monsieur, non, la moitié de l'équipe est partie manger, puisque c'était dans le service obligatoire de manger entre midi et 14 heures. Et puis, l'autre moitié va s'occuper de vous, voilà, mais c'est comme partout. Je dis, vous bossez? Il me fait, oui. Vous avez fait une pause déjeuner? Ouais. Nous, c'est pareil. Enfin, nous aussi, on va faire une pause déjeuner. Et le mec, il me fait, ah ouais, mais vous, c'est pas pareil. En quoi est-ce que le soignant est différent de n'importe quel être humain? Et ça, c'est un problème de mentalité dans la population qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, rééduquer parce que, OK, on a une vocation médicale, mais c'est pas non plus un sacerdoce. Et puis, on n'est pas des machines. Voilà, on a des besoins biologiques de base, hein. Il faut manger, boire, pisser, dormir. Ça fait partie de tous les éléments physiologiques indispensables. Alors, on va parler de la sieste. La sieste, c'est quoi en fait? Le sommeil, c'est un problème qui est découpé en cycles. Alors, 17,5. en moyenne, le sommeil, c'est 5 à 8 heures hein, pour quasiment tous les individus. Effectivement, si on a besoin de dormir plus de 14 heures, ouais, tu peux prendre la main normalement, Nicolas, Mathieu, pour couper le micro. Alors, la durée physiologique du sommeil, c'est 5 à 8 heures, avec 5 à 6 cycles de 90 minutes. Ce sommeil, en fait, il va se composer de sommeil paradoxal et de sommeil lent, léger, profond.
Et durant les activités de sommeil paradoxal, hein, ce sont des sommeils avec une grande activité cérébrale, hein, c'est le sommeil du rêve, et bien en fait, cette partie du sommeil va permettre de consolider toutes nos informations mnésiques. Le sommeil lent, par contre, qui est une autre phase, lui, va permettre de sécréter les hormones, de réparer l'organisme. C'est vraiment le sommeil réparateur de la machine humaine. Et donc, il va falloir respecter ces différents éléments. Alors, un truc tout bête, il y a ce qu'on appelle les portes du sommeil dans l'armée. Ce sont les creux de vigilance. Alors, ils sont maximum entre 14 heures et 16 heures, hein, et puis entre 2 et 6 heures du matin. Ils sont présents aussi dans les 4 heures qui suivent le travail. Et en fait, en gros, ça veut dire quoi ces histoires de portes du sommeil? Bah, c'est qu'en gros, quand on est fatigué, bah, il faut aller se coucher. Ça semble évident, mais avant l'heure, c'est pas l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure. On a tous ce petit coup de barre de temps en temps et puis, bah, si on le laisse passer, bah, voilà, il va passer puis c'est pas la peine d'aller se coucher à ce moment-là parce que de toute façon, il est passé. Alors, la fatigue, ça touche pas que la santé. Il y a des endroits où ça s'étudie et ça s'étudie pour de vrai. DGAC, la NASA, l'ESA ont étudié l'importance de la fatigue sur les accidents d'avion. On considère que c'est jusqu'à 20% des accidents d'avion qui sont liés à la fatigue. C'est énorme. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple du vol Paris-Rio, la fatigue a fait partie des éléments. Le pilote avait mal dormi, ils l'ont réveillé en plein sommeil brutalement, il est rentré dans le cockpit, il n'a pas bénéficié de la phase d'inertie dont on va parler un petit peu plus loin et du coup, il y a eu une perception erronée, entre autres éléments, hein, ça n'est qu'un élément parmi d'autres, mais il y a eu une perception erronée des données. Il y a une seule étude que j'ai retrouvée, une étude américaine, c'est 10 à 15% d'erreurs quand on est fatigué. C'est quand même pas négligeable. Et sur le nombre de décisions que l'on peut prendre chaque jour, 10 à 15% d'erreurs, c'est énorme. Le problème, c'est que la fatigue des soignants, en France, clairement, c'est un sujet tabou. On ne doit pas en parler, et même entre nous, parfois on a l'impression de faiblesse. On voit bien, les gens, ils ont fait une garde. Ah, j'ai fait 24 heures de garde, putain, on a chié, on n'a pas dormi. Oh là, c'était vraiment, enfin, c'était une bonne garde, quoi. C'est tordu. Alors, c'est compliqué, ces histoires de fatigue. Parce qu'en plus, on va jouer avec des fatigues aiguës et des fatigues chroniques, qui sont encore deux choses complètement différentes. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, parce qu'on pourrait faire 2 heures sur la fatigue, déjà, la garde, ça se prépare. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le 24 heures, c'est pas physiologique, hein. Ça arrange beaucoup de gens parce que c'est quand même sympa. On se dit que techniquement, on fait 2 fois 24 dans sa semaine et puis la semaine, elle est bouclée. Enfin, quand nous, on faisait du 48 heures, ouais, c'est peut-être très, très bien, mais en fait, c'est pas de la stratégie à long terme, c'est la stratégie à court terme. Ça finit par vous épuiser de faire du 24 heures. Pour ça que nous, on avait mis. Alors, les médecins, pour peu qu'ils habitent loin, ils n'aiment pas faire du 12 heures. Donc, on avait mis des contre-mesures. On va en reparler un petit peu plus tard. En gros, quand on est de nuit, la veille de la nuit, on essaye de dormir sans un réveil. Bon, et accessoirement, sans enfant en bas âge aussi, parce que des proches le disaient, hein, le réveil, c'est quelque chose qui a été inventé par des gens qui n'ont pas d'enfants en bas âge. On évite de se caféiner à mort la veille de la garde, et puis dans la journée, on essaie de se faire une petite sieste. Pareil, je sais bien, avec les enfants, la petite sieste de 90 minutes entre 14 heures et 18 heures, c'est parfois un petit peu difficile. Ça se prépare longtemps même à l'avance, hein. C'est important de déterminer son rythme de sommeil. On a tous des besoins de sommeil qui sont différents. En gros, voilà, pour estimer son besoin de sommeil, bah, on profite des vacances, on profite des week-ends pour voir de combien on a besoin de sommeil en s'endormant et en se réveillant spontanément. Et puis voilà, il y a des gens qui sont plus du soir, des gens plus du matin. Ça, c'est physiologique et c'est pas la peine d'aller contre. C'est notre physiologie, on ne fera pas mieux. Vous pouvez utiliser les questionnaires de Horner-Herzberg pour vous aider à déterminer votre chronotype. Alors, comment est-ce qu'on peut optimiser notre sommeil? Eh bien, déjà, voilà, si on fait du 24 heures, d'ailleurs, même si on ne fait pas du 24 heures, si on fait du 12 heures, parce que vous verrez que même la nuit, c'est intéressant, il faut organiser un lieu de sieste. Le lieu de sieste, ça ne s'organise pas n'importe comment.
Il faut un endroit calme, un endroit aéré. Alors, dans certains vieux hôpitaux, c'est difficile de trouver une pièce idéale. Il faut prévoir un téléphone. Alors ça, c'est un truc tout bête, mais un téléphone fixe, pour les soignants, c'est indispensable. Parce que, on le voit bien, mettre en place des siestes opérationnelles pendant le temps de travail chez les soignants, c'est excessivement complexe parce qu'ils ont la peur que quelque chose survienne, qu'ils ne soient pas prévenus, parce qu'on se sent tous indispensables. C'est ça qui est génial dans un service d'urgence, on a tous l'impression d'être indispensables. Et s'il n'y a pas ce téléphone en se disant: «Écoute, si vraiment il y a quelque chose, on peut t'appeler», c'est mort, personne ne va jamais aller dans cette sieste. Alors, on avait fait des accessoires, hein, vous voyez, ça c'était celle quand j'étais à Évreux, hein, 2 Fat Boy, une lampe, à simulateur d'aube. C'est pas le truc qui coûte, le plus cher. À la RIB, là, on a en test, alors avec le Covid, on l'a un peu ralenti, parce qu'on n'était pas trop sûr des systèmes de décompta. On peut avoir des capsules. Après, c'est une histoire de tarifs. On peut les coupler à de la musicothérapie et de la luminothérapie, ça ne fait qu'améliorer, le système. La chambre de garde aussi, c'est important. Et à Évreux, quand on est arrivé, bah, les stores n'étaient pas occultants. Ça a l'air tout bête, mais ça veut dire qu'à 6 heures du matin, il fait jour dans la chambre de garde. Quand vous êtes couché à 5h30, c'est pas forcément l'idéal. Pareil, on avait prévu une petite lumière tamisée parce que c'est quand même mieux que le néon. Et puis, on avait utilisé, la caisse, du service pour acheter, des sommiers et des matelas, de qualité, histoire de ne pas être complètement, bloqué. C'est bien aussi d'avoir des chambres qui sont aérées parce que je l'ai fait, hein, sur certaines gardes, vous avez la chambre placard, qui a pas de ventilation, qui pue, la vieille chaussette. Pour se reposer, c'est quand même pas non plus, le grand idéal. Donc il faut penser au confort des soignants. Souvent, ça, c'est vraiment la partie la plus négligeable pour l'administration. Le confort de la salle de garde, de la chambre de garde, et alors pour peu que ce soit le confort de la salle de pause des soignants, c'est clairement un système qui est négligé, par, heu, nos administrations. Alors, pour répondre à Adrienne, ouais, la télé dans la chambre, ouais, il y en a qui l'exigent. Bah ouais, je sais. Personnellement, je ne l'ai jamais allumée en 10 ans. Mais bon, il faut faire plaisir à tout le monde. Donc, l'idéal, c'est aussi de demander à l'ensemble de l'équipe ce qu'ils veulent pour se sentir confortablement. Alors, pendant la garde, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déjà, on organise son activité. C'est-à-dire qu'on génère des pauses. Et il est important de faire des pauses régulières. Comme on le disait tout à l'heure, effectivement, il va y avoir des gens, on a tendance à manger tard parce que, bah, il y a toujours quelque chose. Alors, l'Angleterre, enfin, l'Empire britannique, c'était l'empire sur lequel le soleil, ne se couche jamais. J'ai tendance à dire que là où je suis, le circuit court, c'est le circuit qui ne se vide jamais. Espérer un jour où dans sa garde avoir le circuit court qui soit vide, ça vise juste, l'espoir, le plus fou. Et on peut se poser. Alors après, on va voir un petit peu comment on fait. Ben, il faut faire des pauses régulières, voilà, régulièrement. Il faut aller se poser. Alors aussi un petit truc qui a changé, moi je fais ça maintenant. Pour les gardes de nuit, je mange avant la garde. Ça a été c'est une étude qui avait, ça doit être les Australiens qui ont fait ça. Et effectivement, ça permet, de moins avoir le coup de barre, en mangeant. Parce que qu'est-ce que vous faites? Pendant la nuit, j'en parle plus loin, mais pendant la nuit, en fait, on a tendance à manger quand on en a ras-le-bol. Or, vous êtes déjà fatigué et vous allez rajouter par-dessus le coup de barre postprandial. Autant dire qu'une fois que vous êtes crevé, que vous êtes posé dans la salle de pause, que vous avez mangé un morceau, pour avoir envie de redécoller, de ressortir de la salle de pause, me dites pas le contraire, généralement, c'est difficile. Alors, on va parler un peu de la sieste, parce que le temps avance. En fait, on aurait pu plutôt parler des siestes. En gros, 3 siestes. La sieste courte, la sieste longue et la micro-sieste. Chacune de ces siestes va avoir, un objectif différent. Alors, je vais vous donner les recettes de cuisine, hein, mais la sieste courte, c'est de la recherche cognitive. Ça se fait dans une salle de sieste ou dans une chambre. La sieste longue, ça va être de la recharge et cognitive et physique. Ça se fait dans une chambre vraiment adaptée pour. Et puis, la micro-sieste, ça, c'est le petit booster. Ça vous donne, en gros, on estime qu'une sieste de 10 minutes, ça donne 1 heure d'autonomie. C'est vraiment la batterie, la petite réserve de batterie d'énergie.
Ça ne se fait surtout pas dans un lit, parce que dès lors que vous allez vous allonger, vous êtes parti psychologiquement pour dormir, pour faire une nuit. Donc ça se fait au fauteuil, au transat. Voilà, moi j'aimais beaucoup la méthode d'Ali avec les clés dans la main. On va en parler un petit peu plus loin. Alors la sieste courte, c'est une sieste de 20 à 30 minutes. Cette sieste, voilà, 20 à 30 minutes de sommeil, ce qui correspond à peu près à 45 minutes au lit. Elle va permettre de se recharger pour à peu près 2 à 3 heures. Le problème de ces siestes, c'est qu'elles ont un effet d'inertie au réveil. C'est-à-dire qu'on considère que pendant 10 à 30 minutes, en fonction de votre état de fatigue préalable, vous n'allez pas être apte à prendre des décisions. C'est important cet élément d'inertie au réveil. On l'oublie trop souvent. Un médecin qui est réveillé et qui doit prendre en charge une réa, il n'est clairement pas efficace pendant les 10 minutes. Alors pensez-y aussi, il y a quelques services de SMUR où les ambulanciers dorment. On pourrait se dire que c'est sympa, sauf qu'ils n'ont pas de système de rotation parfois, et ça veut dire que vous avez un ambulancier qui se réveille et qui prend la route en conduite d'urgence, là, tout de suite, maintenant, en pleine phase d'inertie. C'est excessivement risqué en termes de prise de décision. Alors, cette mini-sieste, cette course, pardon, voilà, elle peut se faire à des horaires idéaux qui sont l'après-midi ou en milieu de nuit. Moi, je l'avais mis en place. C'était les médecins de journée faisaient une sieste courte à tour de rôle. Les 2 médecins de nuit faisaient une sieste courte puisqu'on était en 24 heures à la demande des praticiens. L'interne faisait aussi une sieste courte parce que ça aussi, on l'oublie, l'interne aussi a le droit de dormir. C'est pas toujours évident dans tous les services. Et puis, surtout, il faut anticiper cette période de réveil pour y voir l'inertie. C'est-à-dire que c'est pas je me réveille et je fais un réa. C'est je me réveille, je fais autre chose. Et si vous êtes obligé de réveiller votre collègue parce que c'est en train de chauffer, eh bien, celui qui se réveille, ce n'est pas celui qui décide. Celui qui se réveille, c'est celui qui fait le geste, il va mettre le tuyau, etc. Mais ce n'est pas lui qui va décider de la stratégie. Il faut lui laisser le temps de se réveiller. Ensuite, vous avez une deuxième sieste, qui est la sieste longue, que nous faisions sur la sieste de nuit, qui est la plus classique, 60 à 90 minutes, qui, elle, va restaurer l'ensemble des performances physiques et mentales. Pareil, elle est liée à une inertie au réveil. Il faut faire aussi attention à cette sieste longue quand on la fait la journée, c'est qu'elle va entraîner souvent un décalage de l'endormissement. Et avec ce décalage de l'endormissement, on a un risque de fatigue chronique qui s'installe parce que comme vous avez fait une grosse sieste l'après-midi, le soir, vous couchez plus tard, mais le lendemain matin, vous réveillez à la même heure, donc vous avez fait une nuit qui est incomplète. Et puis, progressivement, par petits morceaux comme ça de manque de sommeil, vous allez finir par constituer une privation chronique de sommeil. Voilà, cette sieste-là, nous la faisions plutôt sur la période de nuit, sur les 2 périodes de nuit, en séparé. Et puis, c'est important d'élaborer vraiment un protocole de sieste. Vous voyez, l'idée d'aller se coucher au même moment, il y a des services où c'est ça parfois la nuit. Les 2 médecins, ils essayent de vider complètement la salle, puis une fois que la salle est vidée, les 2 vont se coucher. Ça veut dire que s'il y a une urgence qui arrive, il y en a un des 2 qui se lève et qui prend des décisions en phase d'inertie. Pour peu d'avoir dormi 10 minutes à peine, c'est clairement un risque d'erreur. Donc, il vaut mieux faire des systèmes de rotation qui seront beaucoup plus efficients. Et puis, au moins, l'avantage pour celui qui se pose, il sait qu'il peut se poser en tranquillité puisqu'il y a le deuxième qui veille sur la boutique. Et puis, alors ça, j'adore la micro-sieste, la power nap, 5 à 10 minutes. Ça, c'est vraiment le petit boost. Moi, je faisais ça quand on m'a annoncé un SAMU. Alors, en province, le SAMU, il met un petit peu de temps, le SMUR, il met un petit peu de temps à arriver. Eh bien, j'allais faire ça en vitesse dans mon bureau. Si le service était à peu près calme, je disais à l'interne ou à mon collègue, s'il était encore là, de gérer. J'allais me poser 10 minutes dans un fauteuil, des clés dans la main. Et en fait, vous attendez que le relâchement musculaire vous fasse lâcher vos clés. Et avec le bruit, ça vous réveille. Dali faisait ça avec une cuillère. Ça fait partie des grandes recettes, mais cette micro-sieste, va vous permettre de vous recharger rapidement pendant 1 heure. Et puis, elle a un immense avantage, elle n'a pas de phase d'inertie. Par contre, il va falloir s'entraîner. Quelque chose qui est inné, la micro-sieste. Les premières, ça ne marche pas. Il faut en faire 5, 6, 10 parfois pour que ça finisse pour que votre corps finisse par s'y habituer. Mais l'avantage de ces systèmes-là, c'est que ça vous permet de vous recharger et d'être tout de suite opérationnel.
Alors, je vais être méchant avec les smuristes, hein, c'est que parfois, moi qui avais vu 40 patients dans ma garde, j'étais plus frais que le mec qui avait fait 2 sorties. Parce que justement, il y a ce système-là. Alors, parler d'urgence, de nuit aux urgences et sans parler de caféine serait un oubli vu notre consommation de caféine. Alors, j'avais fait une petite étude dans le service. On a une soignante qui avait réussi à battre tous les records. Elle était presque à 2,3 g, je crois, de caféine par nuit, sur quand même une dose toxique à 600 mg par 24 heures. C'est quand même un beau score. Effectivement, elle a trouvé qu'elle avait des palpitations et des troubles digestifs. C'est pas très étonnant. Alors, la caféine, hein, on la trouve dans plein de produits, hein, le thé, et puis sous différentes formes avec des concentrations qui sont variables. La biodisponibilité de cette caféine est de 20 à 45 minutes. Il existe une variabilité individuelle et c'est une drogue, ni plus ni moins. Il existe aussi une adaptation. La France est un gros consommateur de café, hein, on est quand même à 230 mg par jour et par personne. Et puis, on fait des trucs marrants. Il y a maintenant les armées font de la caféine en forme LP qui permet de tenir dans les avions. J'en ai testé, c'est assez marrant. Ça vous donne une bonne patate pendant 12 heures. Alors, on peut faire de la sieste avec le café. Ça nécessite une petite stratégie. La sieste caféinée, c'est on prend du café avant de se coucher, aussi bizarre que ça puisse paraître. Puisque les effets de la caféine vont mettre 30 à 45 minutes à apparaître, et de ce fait, vous prenez votre café, vous vous allongez, et 30 à 45 minutes plus tard, la caféine va favoriser votre réveil. Ça peut être un bon moyen, bon, prévoyez quand même un réveil derrière au cas où, mais c'est un bon moyen de se réveiller relativement physiologiquement. Puisque là, ce n'est pas un élément extérieur qui va véritablement vous réveiller, c'est simplement votre organisme qui va se sentir en mesure d'être en phase d'éveil. Et puis, enfin, comme toute garde a une fin, heureusement, et bien après la garde, pareil, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, effectivement, il faut privilégier le transport en commun et le covoiturage, hein, puisque ça évite les accidents. Il faut porter des lunettes noires. Alors ça, c'est un truc assez bizarre qui est recommandé, en fait, pour éviter le blocage de la sécrétion de mélatonine. En portant des lunettes noires, vous limitez ce blocage et donc vous facilitez votre endormissement en rentrant. Pareil, le petit coup de caféine, nicotine juste avant de partir, c'est une très mauvaise idée. Rappelez-vous, je vous ai parlé des délais d'action de la nicotine et de la caféine qui sont à peu près les mêmes, 30 à 45 minutes. C'est-à-dire que vous prenez votre clope, votre café pour vous réveiller, pour partir, mais en fait, ils ne vont agir qu'une fois que vous serez arrivé à la maison. Donc, finalement, vous n'aurez pas eu l'effet escompté de ces excitants qui était de vous assurer une certaine sécurité pendant le trajet. Par contre, ils vont vous empêcher de dormir. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne solution à avoir. Oui, je n'ai pas fait de slide, mais aussi, il y a des études qui ont sorti sur la mélatonine. On a commencé à l'essayer en dehors. Les militaires commençaient à l'utiliser pas mal, entre 1 et 2 grammes. Et en fait, on s'aperçoit surtout pour les équipes de nuit, c'est assez intéressant sur leur jour de repos de prendre de la mélatonine 1 à 2 heures avant le coucher. Ça permet de les resynchroniser plus rapidement que sans rien. Donc en gros, ça c'est surtout pour les paramédicaux. Sur la période de repos, ils se couchent à l'heure normale avec cette prise de mélatonine pour justement favoriser leur endormissement. Voilà en gros ce que je peux vous dire de la gestion du sommeil. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'ai tenu le bon temps. Merci. Merci à toi. Et donc, j'ai une première question. Quelle est la durée de la garde de nuit idéale? Alors, bon, clairement, dans les différentes études, alors, c'est compliqué. Le temps de travail idéal, les Nordiques se sont testés un petit 6 heures qui marche super bien, c'est super confortable. Par contre, vous passez votre vie à l'hôpital. Donc, du coup, il y a l'impact physiologique et l'impact social qui doivent être pris en compte. Mais en gros, on considère que 8 à 10 heures, c'est l'idéal. Souvent, regardez, c'est un truc assez bizarre, nos gardes de nuit,
sont faites de façon assez exotique. On est à 14 heures généralement la nuit. On fait 10 heures de travail de journée, 14 heures de nuit. Est-ce que ça vaut pas le coup au moins de se dire qu'on veut faire 12-12, c'est peut-être plus physiologique? C'est à discuter, et ça nécessite aussi une prise en charge une prise en compte de l'environnement. Moi, sur Évreux, j'avais des médecins qui habitaient tous à 1 heure. Autant vous dire, quand les gens ils font 1 heure aller, 1 heure retour, pour les convaincre de faire du 8 heures, c'est pas gagné-gagné. Après, voilà, il faut s'adapter à la vraie vie. Alors, il y a aussi la question de comment vendre la sieste aux administratifs. Ah, alors, c'est facile à Évreux, j'avais fait un truc super simple, c'est que je leur avais pas demandé leur avis. Comme ça en gagnait largement le temps. En gros, faut arrêter d'aller pleurer à l'administration tous les 4 matins, puis leur demander le droit de pisser. Leur job, ça reste quand même de nous fournir de quoi faire tourner la machine. Il ne faut pas oublier quand même que c'est notre activité qui leur finit un boulot, pas le contraire, hein. C'est un petit détail, mais ça a quand même son importance. C'est que sans nous, ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas faire grand-chose non plus sans eux, mais à la rigueur, on peut se barrer ailleurs. Et simplement, on a pris le marqueur, alors on ne leur a pas demandé leur avis parce que c'est très disruptif, mais on a pris le marqueur des temps d'attente. Avec la sieste, le temps d'attente, il a diminué la nuit. Et puis, deuxième marqueur, c'est l'infirmier de nuit. Dire que les infirmiers de nuit, mais pour rien au monde, ils seraient revenus en arrière. Parce qu'ils sont passés d'un docteur qu'on avait ras le cul, qui traînait les pieds, qui allait faire club café toutes les 10 minutes, à un mec sympa, réveillé, qui est cool. Voilà, c'est plus agréable. Vous êtes moins fatigué, donc vous êtes plus agréable. On a limité aussi le nombre de plaintes, le nombre de conflits, parce que quand vous êtes crevé, vous n'êtes pas aimable, vous n'êtes pas patient. Voilà. En fait, si on regarde bien, il n'y a que des avantages. Ouais, ok. Donc ça a été fait que pour les médecins et les internes, parce qu'il y avait une question sur le fait, est-ce que ça concerne aussi les paramètres? Oui, on l'a mis aussi en place pour les paramètres. Alors chez les docteurs, ça m'avait pris à peu près 2 mois pour réussir à convaincre les docteurs qu'on peut faire la sieste sur son lieu de travail. Chez les paramédicaux, j'ai pratiquement pris 1 an pour réussir à convaincre. Même pas les administrations, parce que le pire, c'est que l'administration, chez nous, était d'accord, à trouver que c'était vachement bien comme idée. Mais alors, les infirmiers, ça a été ah, mais tu te rends compte, si jamais il y a une réa, si jamais il y a un truc. Parfois, on a l'impression que les gens, ils ont l'impression d'être tout seuls dans le service. Mais non, nul n'est indispensable. Et puis, il y a une espèce de culpabilité. Ouais, mais moi, je vais dormir, puis les autres, ils vont travailler. Ouais, mais comme c'est chacun son tour, finalement, ça s'équilibre. C'est vraiment une histoire de culture. Et les infirmiers, je suis désolé pour ceux qui sont là, ils sont encore très bonnes sœurs dans leur tête, techniquement. Ils ont quand même une culture du sacrifice qui est quand même excessivement importante, et ils ont une négligence de leur bien-être individuel qui est incroyable. Alors, c'est certes très beau, mais pour leur santé à eux, c'est pas terrible. Mhm. Il y a aussi des questions sur alors le lendemain de garde, est-ce qu'il faut se contenter d'une sieste longue? Alors, idéalement, le lendemain de garde, ouais, il faut se faire une sieste en rentrant, et une sieste pas trop longue. Il faut se faire une petite sieste de 90 minutes et se coucher à l'heure normale. Le pire, c'est de dormir, en gros, tu sors de garde, tu dors jusqu'à 17 heures. Ok, super, puis à 17 heures, tu ne vas pas être couché à 22 heures, hein. Ou alors, c'est qu'il y a un truc, c'est que tu es vraiment crevé. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se couchent à 17 heures, enfin, ils se lèvent à 17 heures, puis ils se recouchent, il est 1 heure ou 2 du matin. Le lendemain, ils se lèvent à 6 heures, donc ils sont crevés, et ils vont installer une fatigue chronique. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire une sieste de 90, voire 180 minutes grand maximum, et puis de se coucher à l'heure normale. D'accord. Et en ce qui concerne la régulation en nocturne, qu'en penses-tu? Alors, pareil, ça dépend des structures, mais si on est à 2 régulateurs, il y a toujours un moment où il y a un creux, et puis il y a l'urgence vitale et l'urgence. Alors, on a des patients, moi j'ai coutume de dire qu'on a des patients urgents et des patients pressés. Le mec qui téléphone pour un conseil médical, ouais, au lieu d'attendre 1 minute d'avoir sa réponse, il va attendre 3 minutes parce qu'il n'y a qu'un seul régulateur, parce que l'autre est parti poser. Sur les régulateurs de nuit, par contre, avec les prises de décision et puis le risque de pic, je pense que le mieux, c'est vraiment d'alterner les micro-siestes, quitte à faire 3-4 micro-siestes dans la nuit d'affilée.
Et puis, ça, c'est les méthodes Pomodoro. Plus de 45 minutes sur un écran, c'est juste de la folie. Se concentrer surtout sur une activité de régulation qui est quand même une activité. Enfin, oublions pas qu'on travaille à l'aveugle en régulation. Alors, à part Nicolas qui a commencé à mettre la visio-régulation, mais c'est quand même une activité où on se concentre. Enfin, le médecin régulateur, c'est les oreilles d'heure de l'hôpital. Hein. C'est comme dans les sous-marins, il a que son ouïe. Ça s'arrête là. Et donc, il y a un effort de concentration qui est majeur. Et espérer garder son effort de concentration pendant 12 heures, de toute façon, ceux qui travaillent aux urgences le savent bien. Vous voyez bien que de temps en temps, il y a des pics d'ambulance parce que le mec, il en a ras le cul, il peut plus, il réfléchit plus, il balance tout à l'hôpital. C'est pareil, ce que je vous dis là, ça va aussi pour les infirmiers d'accueil. Faire 12 heures d'affilée pour un infirmier d'accueil, moi, j'avais mis en place, j'avais interdit le 12 heures d'affilée parce que le tri de la 11e heure, ça devient du n'importe quoi. C'est, allez, tout est niveau 3 et 4, du corps au pied jusqu'à la fracture de jambe. En fait, on ne peut pas, il ne faut pas oublier qu'on est des humains et que comme tout humain, on ne peut pas être concentré 24 heures sur 24. On n'est pas des machines, il faut l'accepter. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui interviennent et qui avaient d'autres questions. Alors, il y avait sur les techniques donc militaires là, d'optimisation. Et donc, Mathieu répondait que malheureusement, on devait prévoir effectivement un atelier autour de ça, mais avec le numérique, ce n'était pas possible. Et on espère le mettre à une autre fois. Ah, le top, si. Alors, on peut quand même faire des ateliers top en numérique. Là, je vais faire un petit coup de pub pour chez moi. Je suis administrateur groupe Pasteur Mutualité. On a mis en place des ateliers top avec la fondatrice, j'ai un trou de mémoire, des top, une ancienne colon de l'IRBA. Voilà, on fait l'initiation de l'explication des tops. Si vous avez une base militaire dans le coin, n'hésitez pas à aller frapper à la porte du service des sports de vos bases militaires. Nous, c'était la base militaire, la base aérienne. Les moniteurs des sports de la base aérienne étaient ravis le matin